David Ainsley plonge régulièrement le long de la côte ouest de l'Écosse. Son objectif, recueillir des données sur la faune sous-marine, car les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques draguent illégalement dans le périmètre de l'aire protégée. Un fond de gravier complètement nu pose un problème énorme. La destruction massive de nos fonds marins ne peut pas durer. Dans de nombreuses zones du littoral écossais, les pêcheurs labourent littéralement ces fonds en quête des précieux coquillages. Il faut que les politiques se décident enfin à interdire la pêche illégale dans les aires protégées. En Écosse, le printemps est la meilleure saison pour explorer et découvrir la faune et la flore sous-marine le long du rivage. David Ainsley veut s'assurer que l'écosystème a pu se reconstituer pendant l'hiver. Sa femme Jean et sa fille Emma l'accompagnent. Emma? Les filles? L'une de vous peut vérifier l'échappement? Leur destination, l'aire marine protégée du Firth de Lorne, une crique située au sud de la ville d'Oban sur la côte ouest. En effet, David s'est fixé pour mission de protéger les eaux écossaises. Ici, le haut fond est très étroit. Quand il fait nuit, les lignes vertes indiquent les zones plus profondes du chenal. David doit profiter de la marée montante. Plus tard, quand la mer sera descendue, le chenal ne sera plus navigable. Les marsouins et les dauphins sont de retour. Pendant que David prépare sa caméra sous-marine, Jean tient la barre. Garde-côte, ici Sea Life Adventures, sécurité trafic, à vous. Emma a fait des études de droit et vit à Londres. Elle a pris quelques jours pour venir voir ses parents. Je pratique la plongée depuis 1976. Et malheureusement, j'ai constaté que depuis 30 ans, jamais l'homme n'avait fait autant de dégâts dans les océans. 90% des gros poissons ont disparu. Néanmoins, dans la zone où on se trouve, les méthodes de pêche destructrices sont interdites depuis 2007. Et récemment, j'ai pris des pochetos en photo. Ce qui veut dire que les espèces reviennent. David Ainsley est biologiste marin de formation. Avec sa fille, il va plonger dans une passe récifale appelée Grey Dogs. C'est un habitat particulièrement riche, car les courants forts y apportent de grandes quantités de plancton. La marée est encore trop forte. Regardez les tourbillons. Il faut attendre. Il est difficile de manœuvrer dans le chenal étroit entre deux îles. David ne pourra pas le franchir tant que le courant n'aura pas diminué. Pendant 1 heure maximum, le père et la fille vont plonger dans les eaux à 9 degrés pour filmer l'évolution de la faune dans la zone. Par le passé, David s'est servi de ces photos pour informer l'opinion publique de la dégradation des fonds marins. Avec d'autres, Jean et lui se sont mobilisés pour que cette zone soit préservée. En 2005, elle a effectivement été classée aire marine protégée. Malgré cela, les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques continuent de draguer illégalement les fonds. Les sédiments soulevés par les dragues se redéposaient sur les récifs et étouffaient toute vie marine. Alors David et d'autres ont porté plainte au niveau européen. Leur démarche a été couronnée de succès puisque l'UE a dit au gouvernement écossais « Le dragage et le chalutage sont interdits ».
La bouée rouge signale que David est en train de remonter. Il a tenu plus longtemps que sa fille. Super plongée. Plein de poissons. Les récifs sont couverts d'anémones très colorées. Ça grouille de vie. Mais l'eau est glaciale. Les batteries n'aiment pas ça, et moi non plus. Sinon, c'était vraiment génial. En dépit du vent et de sa combinaison mouillée, David vérifie immédiatement s'il a réussi à photographier tout ce qu'il voulait. Une des premières choses qu'on a remarquées dès que le dragage des fonds a été interdit, c'est la réapparition de nombreux anémones bijoux et de plein d'autres formes de vie marine sur les récifs. Ces derniers sont un habitat sûr pour les petits poissons. Or, on a constaté qu'ils étaient en nette augmentation. Et comme ils attirent à leur tour un plus grand nombre de prédateurs, il y a eu une hausse de 286% des populations de marsouins au cours des 10 premières années. Sur le chemin du retour, le bateau passe devant une des 200 fermes aquacoles installées dans les criques en bordure du littoral. Aujourd'hui, l'élevage du saumon est devenu extrêmement lucratif, car ce poisson est le premier produit alimentaire exporté par la Grande-Bretagne. Mais les conséquences sont dramatiques, comme David l'a constaté lors de plongées précédentes autour d'autres fermes. De nombreux saumons sont victimes de parasites et de poux de mer. Les poux dévorent littéralement les saumons vivants. Ils ressemblent à des petits cloportes et se fixent sur la peau du poisson pour s'en nourrir, ce qui peut provoquer tout un tas d'infections. Or, s'ils posent autant de problèmes, c'est parce que les fermes aquacoles sont trop nombreuses et trop proches les unes des autres. L'année dernière, environ 25% des stocks de saumons d'élevage sont morts dans des conditions épouvantables. Mais les saumons sauvages aussi sont touchés. Autrefois, les poux du saumon étaient très rares. Leur population et celle des saumons et des truites de mer étaient équilibrées. Mais aujourd'hui, les lochs sont envahis par des millions de larves. Regardez une carte de la répartition des larves planctoniques et vous verrez qu'elles sont partout. C'est pourquoi les saumons sauvages disparaissent. Malgré nos demandes, aucune exploitation aquacole, dont certaines appartiennent à des groupes multinationaux, ne nous a autorisés à filmer les bassins d'élevage. Basée dans le sud de l'Angleterre, l'organisation Wild Fish se bat depuis 2008 pour endiguer la disparition des poissons sauvages dans les eaux britanniques. C'est à Portobello, dans la banlieue d'Édimbourg, que se trouve la branche écossaise de l'ONG, qui se finance grâce aux dons. Depuis l'espace de coworking où elle travaille, Rachel Mulrennan et 9 autres personnes organisent des campagnes contre la pollution massive des eaux britanniques par les produits chimiques. La jeune femme collabore depuis des années avec David Ainsley. En tant que directrice des bureaux écossais de Wild Fish, elle dénonce surtout les dégâts provoqués par les nombreuses fermes salmonicoles qui utilisent des pesticides et propagent des parasites. Les populations de saumon ont chuté depuis 20 ou 30 ans en Écosse et au Royaume-Uni, au point que depuis décembre 2023, le saumon d'Atlantique figure pour la première fois sur la liste des espèces quasi menacées. En réaction à cette aggravation de la situation, il y a eu ces dernières années une opposition très forte au niveau local en Écosse, où un nombre croissant d'habitants du littoral s'élève contre l'industrie aquacole. Il y a aussi une meilleure coordination au niveau mondial. Mais ce qui fait toujours défaut, c'est une politique efficace au niveau national.
C'est pourquoi Rachel recueille des données sur les dangers des fermes salmonicoles. Wildfish aussi tente de sensibiliser l'opinion et de faire pression sur les autorités en diffusant des photos chocs sur les conditions de vie des saumons. Pour la seule année 2023, 17 millions d'entre eux sont morts dans les fermes écossaises et ont dû être détruits. La salmoniculture est très importante pour l'Écosse. C'est pourquoi elle est soutenue par le gouvernement écossais. Ça fait 20 ans qu'on fait campagne contre cela. On a réclamé des enquêtes parlementaires, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de changement notable concernant la réglementation. On a donc décidé de mener plus d'actions de sensibilisation auprès du grand public. Non loin d'Édimbourg, Rachel rend visite au restaurateur Frédéric Berkmiller, qui s'est rallié à son initiative baptisée « Off the Table », pas au menu. C'est ainsi que le chef français a supprimé le saumon de sa carte. Ce potager est assez nouveau puisqu'il a 2 ans et demi seulement. On aime expliquer aux clients d'où viennent nos produits, qu'on est très fiers de cultiver nous-mêmes. Je vous montre à la serre? Avec plaisir. Allez. Frédéric Berkmiller est très soucieux de la composition du compost pour ses légumes. En revanche, il ignore avec quoi le saumon d'élevage est nourri. Prenez le temps de sentir notre vin. Qu'est-ce qui vous a poussé à retirer le saumon d'élevage de votre carte? La santé. Ok, La santé. intéressant. La nôtre, celle des clients, de mes enfants. La santé de tout le monde, la santé des sols et des océans. C'est ma principale motivation. À notre petite échelle, c'est un devoir. Les clients nous paient pour les nourrir, alors il est de notre responsabilité de les nourrir correctement. Si on n'est pas sûr d'un produit, il ne faut ni l'acheter, ni le vendre, ni le consommer. Rachel encourage les propriétaires de restaurants qui soutiennent la campagne Off the Table à expliquer à leur clientèle pourquoi ils refusent de servir du saumon d'élevage. Ainsi, ils parviennent à toucher toujours plus de gens. J'ai plus confiance dans les salades et les légumes que je fais pousser que dans les produits qu'on achète sans savoir ce qu'il y a dedans ou avec quoi ils ont été nourris. On a tous vu des photos horribles de saumons entassés les uns sur les autres. Au début de notre campagne, en décembre 2022, on était soutenu par quelques chefs et une vingtaine de restaurants. Aujourd'hui, on en recense plus de 200 au Royaume-Uni, en Islande, en Australie et au Canada. Ça a clairement fait boule de neige. Il y a quelques semaines également, on a signé avec notre première mini-chaîne de 60 pubs dans tout le Royaume-Uni. On espère vraiment que les chiffres grimperont dans les mois à venir. David Ainsley et sa famille sont rentrés de leur excursion. Ils vivent sur la côte sud de Sale, une petite île très peu peuplée. David gagne sa vie en faisant visiter la côte écossaise aux touristes à bord de son bateau, le Sea Life Adventures. Sa femme, Jean, travaille dans un centre des impôts à Oban, à une vingtaine de kilomètres plus au sud. David est passionné par la beauté du monde sous-marin d'Écosse. Ses archives comptent des milliers d'heures de films dont il se sert régulièrement pour lutter contre la pêche illégale. Tout ce petit monde se nourrit et paraît en bonne santé. C'est l'aventure à 2 pas de chez soi. Pourtant, rares sont les gens qui se rendent compte de la richesse extraordinaire des eaux écossaises. Elle recèle d'innombrables espèces. Autrefois, ça grouillait de vie sous-marine. Grâce à la mise en place d'aires protégées, celle-ci revient peu à peu. C'est fantastique de voir tout ce qu'il se passe sous l'eau. David et ses amis suivent aussi l'évolution des dégradations subies par cet habitat fragile.
Sur des images trouvées sur le net, on peut voir comment les dragues et les chaluts des pêcheurs de coquilles Saint-Jacques labourent les fonds marins et détruisent leur écosystème. Des zones entières près des côtes sont saccagées, en partie de manière illégale. En 2018, un bateau avait été repéré dans une aire protégée tout près de chez les Ainslie. Malgré la tempête, David s'était lancé à sa poursuite. On avait vu les feux de ce qu'on pensait être un dragueur qui pêchait tout près de la côte. J'avais appelé les autorités pour les prévenir, mais elles avaient refusé d'envoyer quelqu'un en pleine nuit. Alors on avait filmé le bateau. La mer était agitée. Les images ne sont pas très bonnes. Et c'est par ce côté-là. L'immatriculation est un peu mieux éclairée. Le lendemain, David avait rameuté plusieurs personnes et plongé pour filmer les dégâts. On a trouvé la zone concernée. Le bateau avait ravagé l'habitat de plusieurs espèces. Un fond de gravier complètement nu pose un très gros problème. La destruction massive de nos fonds marins ne peut pas durer. On a organisé une grande manifestation à Oban qui a rassemblé des participants venus de tout le pays. Des gens qui en ont marre que les dragueurs de coquilles Saint-Jacques détruisent tout. On a alors fondé RSEAS, une coalition de plus de 90 organisations qui réclament la création d'une limite côtière en deçà de laquelle le chalutage et le dragage seront interdits. Pendant que David plonge, Jean photographie les oiseaux, les phoques et les dauphins. Chaque année, ces clichés magnifiques illustrent un calendrier dont la vente lui permet de soutenir financièrement une structure sociale. Aujourd'hui, il sélectionne les photos destinées au prochain calendrier. Elle est bien celle-ci, avec l'eau bleue et turquoise. L'aigle royal? La lumière est sublime. Oui, elle est chouette. On voit bien la tête roussâtre. Pour autant que je sache, dernièrement, on n'a pas recensé de dragage illégal dans le coin. Mais on surveille. Si un bateau s'y amuse, on le prendra. Cependant, 95% des zones côtières écossaises ne sont toujours pas protégées. Les bateaux de pêche à la coquille appareillent du port d'Oban pour aller draguer des secteurs plus éloignés le long de la côte. D'après David, il faudra des années pour que la faune et la flore des fonds marins se reconstituent. Pourtant, les pêcheurs n'hésitent pas à braconner dans les rares aires protégées. Le lobby de la profession est si puissant et les emplois qui dépendent de la pêche si nombreux que les politiques rechignent à voter et à faire appliquer des lois et des réglementations plus sévères. Dans le loch Melfort, à quelques kilomètres plus au sud, le Kilchon Melfort Trust aussi s'est engagé pour la protection de la nature le long du littoral. Une vingtaine de collaboratrices et collaborateurs plantent des arbres et des arbrisseaux ou élèvent des algues et des huîtres afin d'enrayer la disparition des espèces indigènes. Originaire de Belgique, Marnik van Kouter a fait des études en gestion des océans et coordonne les activités de protection maritime du Trust. Ici, on élève une espèce d'huître décimée dans la région afin de reconstituer les stocks et d'augmenter la taille des mollusques. Elles sont magnifiques. Tous les 2 mois, il trie les quelques huîtres mortes.
Elles ont l'air bien, d'autant que quand on les a achetées, elles n'étaient pas plus grandes qu'un ongle. En gros, 1 centimètre. Et voyez comme elles ont grandi. En 2 ans et demi, elles ont pris, je dirais, 90 grammes. Elles paraissent très saines. À elle seule, une huître peut filtrer jusqu'à 240 litres d'eau de mer par jour. C'est ce qu'on appelle un organisme ingénieur de l'écosystème, capable de modifier positivement l'environnement. C'est fabuleux. Ces spécimens serviront de naissain sur les fonds marins de sites prédéterminés tout autour du loch. Avec les gens du coin, on a prospecté le loch Melfort et cherché s'il y avait encore des populations indigènes d'huîtres. C'est dans les zones où elles ont disparu qu'on réintroduira celles-ci. Le Trust compte élever et remettre à l'eau plus de 100 000 huîtres le long des côtes afin de reconstituer les stocks de cette espèce. Le propriétaire du domaine souhaite favoriser la biodiversité et restaurer la nature. C'est pourquoi le Trust collabore avec des universités écossaises. Ici, les étudiants peuvent suivre des cours, participer à des ateliers et mener à bien des projets de recherche. Ces travaux devraient aussi bénéficier aux villages voisins. Marnik est arrivé il y a 5 ans. À l'époque, il avait postulé ici parce qu'il y voyait l'occasion de réaliser son propre projet. Il se passionne pour les océans, quand ses collègues s'intéressent au reboisement et à l'horticulture. L'après-midi, il va contrôler son élevage d'algues, un projet qui lui tient d'autant plus à cœur qu'il en est à l'initiative. Il cultive des algues brunes, dont les applications sont multiples. Il a entendu parler du poste qu'il occupe aujourd'hui par un heureux hasard, après avoir suivi sa campagne en Écosse. Je les adore, c'est génial. Un jour, on en a compté 46, rien que dans le secteur. D'après les estimations, il y aurait 1 million d'espèces d'algues. Les macro-algues ou algues marines, dont le varech fait partie, sont très différentes des micro-algues, souvent des organismes unicellulaires. On cultive 2 espèces de laminaires, Saccharina latissima, ou kombu royal, et Alaria esculenta, ou wakame irlandais, qu'on utilise dans l'industrie agroalimentaire. On les fait sécher et on s'en sert comme assaisonnement. L'intérêt de ces algues est qu'elles filtrent l'eau, exactement comme les huîtres, mais aussi qu'elles piègent du CO2 à mesure qu'elles croissent. Ce morceau est très sain. Une société suisse achète de grandes quantités d'algues récoltées pour développer des produits et des aliments nouveaux. Le SAMS, le Centre écossais de recherche marine, étudie l'exploitation durable des ressources de la mer. C'est l'un des instituts les plus pointus du monde dans le domaine des algues. Contrairement aux pays d'Asie, l'Europe commence tout juste à valoriser l'utilisation des différentes espèces d'algues, désormais reconnues comme des produits d'avenir. Rob Grisenthwaite cultive des spécimens longs de quelques millimètres au stade juvénile. Dans quelques mois, ils atteindront plusieurs mètres de long, comme ceux de Marnik dans le loch Melfort. On fixe les jeunes pousses ou plantules sur ce genre de cordelette.
Au bout de quelques semaines, quand les algues ont commencé à grossir, on les envoie chez nos algoculteurs. Ces derniers vont en mer et enroulent les jeunes algues autour de cordes appelées filières. 8 mois plus tard, les minuscules plantules mesureront normalement jusqu'à 2 mètres de long. Dans la banque d'espèces de la SAMS, on cultive 3000 algues et micro-organismes à des fins différentes. La recherche pharmaceutique, l'alimentation, l'industrie cosmétique ou encore la fabrication de bioénergie. On expédie aussi des échantillons à des chercheurs dans le monde entier. Pour sa part, Rob étudie la possibilité d'en faire un complément alimentaire pour le bétail. Un des plus grands problèmes qui touchent notre planète est le changement climatique. Or, une des principales causes de ce changement est le méthane produit par le bétail. Si on parvenait à cultiver sur une grande échelle des espèces d'algues comme celle-ci, qui a des composants très spécifiques, puis à les transformer en aliments pour bétail, on pourrait réduire notablement les émissions de méthane. Il serait aussi possible de réduire la quantité de déchets plastiques grâce à des bioplastiques à base d'algues, qui se dégraderaient plus rapidement que les matériaux synthétiques classiques. Si des dauphins apparaissent sur un côté du bateau, ne vous précipitez pas tous. Vous pourriez passer par-dessus bord. À bord du Sea Life Adventures, David, sa guide Juliette Fraser et ses clients embarquent pour une excursion. C'est une période de l'année agréable. Comme vous le voyez, la mer est très verte en raison d'une prolifération de phytoplancton, le plancton végétal qui capte le CO2. Quand on a plongé hier, on a vu qu'il y avait plein de groseilles de mer. Destination de la visite, l'aire protégée du Firth de Lorne. David organise des sorties d'avril à octobre. La balade de 4 à 5 heures coûte 100 €. L'hiver, il fait une pause à cause du mauvais temps et de la mer souvent forte. Juste devant, il y a un petit arbre grisâtre. C'est une héronnière, c'est là qu'il niche. Il y a 2 espèces de phoques en Écosse. La première, c'est celle-ci, le phoque commun, dont les scientifiques disent très sérieusement qu'il a une bouille de chiot, avec son petit museau court et ses grands yeux inquiets. Ça aussi, ça fait partie du charme des côtes écossaises. Le temps peut changer d'une minute à l'autre. Au sud de l'île de Scarba, le bateau entre dans une zone de tourbillons et de fortes houles, où les courants marins rencontrent les eaux plus calmes de la crique abritée. C'est vraiment génial de voir que les océans retrouvent un état plus naturel, que leur productivité augmente et que les poissons reviennent le long du littoral occidental écossais. Malheureusement, le dragage des Saint-Jacques est toujours autorisé dans 95% des mers d'Écosse, alors que les aires protégées ne représentent qu'un pourcentage infime. Alors il est urgent de mettre en place une législation plus sévère, d'interdire les techniques de pêche les plus dommageables dans certaines zones et de contrôler l'aquaculture.